Bien, alors merci d'être là en grand nombre. Aujourd'hui, je vais vous parler des pratiques essentielles de la mesure d'impact social, qui sont une initiative de l'approche commune pour la mesure d'impact social, qui est un projet dont je vais vous parler. Mais justement, avant de rentrer dans le cœur du sujet, je vais y aller d'abord avec plusieurs éléments de contexte, là. Donc, qui est le TIES? Qu'est-ce qu'on entend comme définition pour la mesure d'impact, à qui ça s'applique, de qui on parle, l'économie sociale, les organisations à vocation sociale, qui est l'approche commune, pour finalement rentrer dans les pratiques essentielles à proprement parler et ensuite pouvoir discuter ensemble puis poser des questions. Donc, je vais commencer brièvement par présenter le TIES parce que je ne sais pas si tous les participants aujourd'hui nous connaissent. TIES, ça veut dire Territoire innovant en économie sociale et solidaire. C'est un organisme qui a été créé environ il y a 7 ans, qui fait de la liaison et du transfert dans les domaines de l'économie sociale, innovation sociale, développement territorial. Donc, c'est un organisme indépendant financé en grande partie par le ministère de l'Économie et de l'Innovation du Québec, dans le cadre d'une politique de soutien à l'innovation sociale. On a pour mission, c'est ça, de créer des ponts, en fait, entre les milieux de la recherche et de l'économie sociale, principalement, autour d'innovation sociale, là, de concepts émergents qui sont d'intérêt pour les organisations qui ont une mission sociale. Et donc, le thème de la mesure d'impact, c'est quelque chose sur lequel on travaille depuis 2016 à travers un projet là, qui a été financé là-dessus. Et c'est ça, avant d'aller, et on a notamment euh, un espace web, là, une espèce de portail d'information disponible sur notre site Internet qui présente les concepts liés à la mesure d'impact social et aussi un peu les enjeux. Avant d'aller plus loin, je vais justement vous définir un petit peu euh, la mesure d'impact. Du moins, en théorie, la définition se fait en référence au modèle logique. Donc, on peut dire que c'est une évaluation qui porte principalement sur les effets. Les effets, il y a des petites subtilités de traduction. Là, en anglais, parfois on parle de outcomes, là, qui seraient comme les effets intermédiaires, puis impact, qui seraient les effets plus à long terme. Mais en français, impact, effet, pour nous, c'est sensiblement la même chose. Donc, vous voyez que cette définition théorique, elle laisse penser que c'est ça, la mesure d'impact, c'est vraiment des changements qui sont attribuables à l'intervention euh, de l'organisation. Donc, il y a comme il y a un élément justement de prouver le lien de causalité entre ce qu'on fait et ce qu'on observe sur le terrain, de vraiment montrer ce lien-là. Donc, ça fait appel à des techniques qui peuvent être plus scientifiques, où il y a un contrefactuel, là, un point de comparaison entre si on est là, si on n'est pas là, c'est quoi la différence. Et ça laisse penser aussi qu'il faudrait déployer des expériences un peu comme des RCT en anglais, les essais randomisés et contrôlés, comme ils font en médecine, en pharmacie, avec un groupe contrôle, puis un groupe qui a vraiment le traitement. Ça, c'est la théorie. Parce que dans la pratique, je vous dirais que ce qu'on observe, c'est qu'il y a vraiment tout un ensemble de pratiques différentes qui sont référées par les acteurs comme de la mesure d'impact. Donc, ça peut être un niveau de formalisation qui est très variable, là. Quand on dit validation ressentie, c'est vraiment sur la base d'anecdotes, de témoignages auprès de nos utilisateurs. Des outils maison, ça peut être un petit euh, Google, un sondage Google ou SurveyMonkey qu'on a fait nous-mêmes. Ça peut être des démarches qui sont basées sur des méthodes reconnues. On peut faire appel à des vraies firmes de recherche, de sondage. On peut utiliser
SROI, des choses comme ça. Et enfin, ça peut carrément être une démarche scientifique, comme l'essai randomisé contrôlé avec groupe contrôle dont je parlais, ou aussi l'analyse cycle de vie, là, qui est vraiment des méthodes qui sont plus scientifiques. Par ailleurs, il y a plusieurs raisons de s'intéresser à la mesure d'impact et ça peut servir à poursuivre plusieurs objectifs qui sont différents. J'en parlerai pas aujourd'hui. Il y a de l'information là-dessus sur notre site Internet. Mais c'est ça. Aujourd'hui, on suppose que vous avez déjà décidé que la mesure d'impact, c'était quelque chose qui vous intéressait. Puis les pratiques essentielles viennent décrire comment, c'est quoi des bonnes pratiques dans ce domaine-là. Donc, je vais aussi, avant d'entrer dans le cœur du sujet, définir un peu mieux qu'est-ce qu'on entend par économie sociale et organisation à vocation sociale. Donc, c'est ça. L'économie sociale, c'est le domaine, c'est le cœur, le public cible principal, je dirais, des projets du TIES. Par là, on entend des coopératives et des organisations à but non lucratif qui poursuivent des activités marchandes. Cela dit, l'économie sociale, on pourrait dire qu'elle fait partie d'un grand mouvement que dans la francophonie, on appelle l'économie sociale et solidaire, et qu'au Québec, on qualifie d'économie sociale et d'action communautaire. Ce sont deux mouvements qui partagent plusieurs valeurs communes. Donc, ce grand mouvement-là est différent du secteur de l'entreprise privée traditionnelle, qui a pour but principal la recherche de profit, qui peut aussi faire des activités qu'on qualifie parfois de mesures d'impact, même si pour moi, ce n'est pas exactement la même chose. Donc, être engagé dans une démarche de responsabilité sociale des entreprises, publier un rapport de développement durable, faire une, suivre les recommandations de la GRI, là, la Global Reporting Initiative, puis aussi toute la finance responsable qui justement essaie de discerner quelles entreprises capitalistes sont meilleures que d'autres. Tout ça, c'est un peu hors champ pour nous. C'est pas de la. Je veux pas dire, je veux pas dire c'est de la mesure d'impact ou pas parce que c'est les acteurs eux-mêmes qui se définissent, mais pour le TIES, c'est pas de ça qu'on va parler aujourd'hui. On ne parle pas non plus de ce que font les administrations publiques, qu'elles soient, peu importe le niveau, là, fédéral, provincial, municipal, que ce soit le secteur de la santé, de l'éducation. Il y a énormément de connaissances par rapport à l'évaluation dans ces domaines-là. L'évaluation de programme est apparue à la sortie de la Seconde Guerre mondiale avec l'expansion de l'État-providence. Ça s'est développé comme un champ d'activité professionnel avec des facultés, avec des manuels. Donc, l'évaluation, la mesure d'impact est énormément redevable au domaine de l'évaluation de programme, mais ce n'est pas de ça qu'on parle non plus. Enfin, il y a des entreprises sociales qu'on voit apparaître de plus en plus souvent dans la dernière décennie, qui sont comme un peu à mi-chemin entre le mouvement de l'économie sociale et le mouvement de l'entreprise privée traditionnelle, parce que souvent au Québec, ils vont employer une forme juridique incorporée, mais tout de même se donner des balises qui assurent qu'elle recherche à atteindre une mission sociale et non seulement du profit. Donc, tout ça pour dire que le domaine qui nous intéresse aujourd'hui, quand le TIES et l'approche commune parlent de mesures d'impact social, c'est ce que le gouvernement fédéral appelle les Social Purpose Organizations, qu'on traduit en français par organisation à vocation sociale et qu'on retrouve parfois dans la littérature comme étant qualifié de tiers secteur. Donc, c'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Maintenant, je vais m'intéresser un petit peu plus à l'approche commune, parce qu'aujourd'hui, on parle des pratiques essentielles qui sont élaborées par l'approche commune avec la contribution du TIES. Donc, l'approche commune, c'est un projet, c'est une initiative pan-canadienne qui a débuté depuis déjà plus d'1 an et qui fait notamment suite à des travaux qui avaient été initiés
en Ontario avec la stratégie pour l'entreprise sociale, mais c'est vraiment une initiative pan-canadienne. Là, je vous affiche à l'écran certaines organisations qui sont impliquées. Et peut-être que cette liste-là n'est pas à jour et vous n'avez pas à noter chacun d'entre eux. C'est seulement pour vous donner une idée, là. Donc, si je reviens dans mes slides, je disais, c'est ça, l'approche commune, elle repose sur 4 piliers. Le premier, c'est les pratiques essentielles. Donc, c'est des bonnes pratiques liées à l'évaluation euh, de l'impact qu'on va présenter plus tard dans le webinaire. Par ailleurs, il y a aussi cette idée qu'on peut proposer aux entreprises un cadre flexible, un cadre de mesure d'impact qui est flexible. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que, d'une part, les organisations ont besoin d'avoir une mesure qui est personnalisée, qui choisissent des indicateurs ou des domaines qui mesurent qui correspondent à leur réalité. Mais en même temps, il y a des bailleurs de fonds, des réseaux, des administrations publiques qui, eux, ont besoin de plus de standardisation, qui ont besoin de pouvoir comparer et mettre ensemble. Donc, comment est-ce qu'on résout cette tension-là? L'idée, c'est de donner la liberté aux entreprises de définir elles-mêmes qu'est-ce qu'elles vont mesurer, comment elles le mesurent, mais ensuite de, de le faire dans un certain cadre qui va permettre une agrégation dans le futur. Comment ça se fait? Comment c'est possible? Ça, c'est notamment en faisant la promotion d'un formulaire commun qui est essentiellement une façon de compiler des informations organisationnelles de base, le nom, l'adresse, le numéro de bienfaisance si ça s'applique, la forme juridique, etc. Et de proposer à plusieurs bailleurs de fonds de réutiliser ce formulaire commun de sorte qu'on n'ait pas à tout le temps réécrire la même information. Par ailleurs, il y a aussi cette idée de norme commune des données qui est vraiment au niveau de la programmation. C'est un système qui organise les données liées à l'impact, qui rend possible justement l'idée de cadre flexible et qui fait que certains logiciels, si on écrit de l'information liée à notre impact dedans, ils vont, en suivant cette norme commune, pouvoir se parler et les données vont pouvoir s'échanger plus facilement. Alors, c'est un projet qui est toujours en développement qui, et qui sera à suivre certainement là, dans les prochaines années. On arrive finalement au... bon, d'abord, Stéphane, est-ce qu'il y a des questions à cette étape-ci avant que je plonge dans les pratiques à proprement parler? Pas pour l'instant, il n'y a pas de questions, Gabriel. OK. Faut pas vous gêner si je vais trop vite ou que je ne suis pas assez clair. OK, bien parlons des pratiques essentielles à proprement parler. Donc, vous les voyez, les 5 pratiques. Planifier votre changement prévu, utiliser des indicateurs adaptés, recueillir des renseignements utiles, évaluer votre impact, communiquer les résultats. Je vais y venir une par une. Mais avant, je tiens à vous montrer comme à droite de l'écran, qu'est-ce qu'il y a au cœur de toutes ces pratiques-là? Il y a les gens, il y a les parties prenantes, les utilisateurs. On a fait le choix de pas de pas considérer la consultation des parties prenantes comme une étape distincte du processus de mesure d'impact parce que c'est quelque chose qui doit être fait à chaque étape, justement. Mais cette idée-là est très importante. Par ailleurs, juste avant de rentrer dans les pratiques essentielles, un mot sur comment elles ont été élaborées. C'est sur la base d'une revue de la littérature et des pratiques existantes. Donc, si vous vous référez à des cadres qui ont été élaborés, par exemple, par le Comité sectoriel de la main-d'œuvre en économie sociale et action communautaire, par le CFP, le Centre de formation populaire, par le groupe d'experts de la Commission européenne sur la mesure d'impact, ou ce que le TIES recommande sur son propre site Internet. Ça, c'est toutes
c'est un peu toujours la même chose qui revient. C'est pour ça qu'on peut parler d'un relatif consensus par rapport aux étapes qui sont à suivre. Donc, les pratiques essentielles, c'est pas une nouvelle méthode, c'est pas une certification non plus, c'est juste c'est un état des lieux de où en est justement la littérature, les consensus par rapport à des bonnes pratiques à mettre en œuvre. Donc, je vous parle d'une première étape qui s'appelle planifier les changements prévus. Si on veut mesurer son impact, il faut nécessairement commencer par savoir où on s'en va comme organisation, qu'est-ce qu'on veut réaliser. Parce que tout le reste va découler de cette clarté stratégique. Donc, comment on fait pour planifier son changement prévu? Bien, on peut se référer, par exemple, au modèle logique. Dans certains cas, on peut aussi utiliser ce qu'on appelle une théorie du changement. Tout ça, ce sont des exemples de manières d'illustrer euh, l'impact qu'on cherche à atteindre, mais pas juste de l'illustrer dans le but de le communiquer, aussi de créer une clarté à l'interne sur qu'est-ce qu'on poursuit comme organisation à travers nos projets. Une deuxième étape qui découle de la première, c'est d'utiliser des indicateurs qui sont adaptés. Parce qu'une fois que vous avez identifié c'est quoi les résultats, les actions que vous visez, ben, ça devient beaucoup plus clair de choisir quels indicateurs sont adaptés. On ne peut pas commencer la conversation avec ça me prend des indicateurs. Non, la question c'est qu'est-ce que vous voulez faire? Puis après ça, on va trouver des façons de mesurer ce que vous voulez faire. Donc, par exemple, si vous avez un programme de popote roulante, ben là, peut-être que vos objectifs, c'est de combattre la faim, et combattre l'exclusion sociale. C'est une double mission. Fait que des indicateurs adaptés, mais pour en avoir qui portent sur le rendement, sur vos activités quotidiennes. Par exemple, combien de monde vous avez rencontré, puis combien de repas vous avez distribués. Mais il y a aussi des indicateurs qui pourraient porter plus sur des effets à long terme. Donc, qu'est-ce que vous voulez en distribuant des repas et en rencontrant des gens? Ben, c'est que ces personnes-là sentent qu'elles sont socialement incluses, qu'elles ont des contacts sociaux réguliers. Donc ça, c'est quelque chose que vous pourriez mesurer en distribuant des questionnaires, en leur demandant, en les rencontrant. Puis même chose, vous ne voulez pas juste distribuer des repas, vous voulez combattre la faim, donc assurer un accès à une nourriture abordable, de qualité. Donc ça aussi, c'est des choses que vous pourriez mesurer dans vos activités. Une autre étape qui découle, euh, c'est c'est de recueillir des renseignements utiles. Une fois que vous avez une bonne idée de ce que vous voulez mesurer, ben, il faut commencer à recueillir ces renseignements-là. Donc, si, c'est ça, je disais, il y a certains indicateurs qui peuvent être intégrés dans la gestion de vos activités quotidiennes. Si vous avez des utilisateurs, des membres, des bénéficiaires que vous rencontrez dans vos activités, ben, c'est important de loguer, là, de garder la mémoire, qui a été rencontré combien de fois, etc. Puis par exemple, lorsque vous voulez vous intéresser davantage aux effets qui ont été obtenus, ben là, peut-être que vous allez déployer des sondages ou des entrevues. Et ça, vous n'allez pas le faire à tous les jours, mais vous pourriez le faire de manière régulière. Vous pourriez vous dire, nous, à chaque fois, à chaque année, au mois de décembre, on envoie un mot à nos membres, puis on en profite pour leur demander quelques questions qui sont en lien avec nos objectifs. Et bien entendu, quand on recueille des données, il faut s'assurer de respecter certaines normes par rapport à la confidentialité des, des personnes avec qui on interagit.
Euh, Ensuite, l'étape suivante, on dit que c'est évaluer le rendement et l'impact. Donc pour ça, lorsqu'on commence à recueillir des données, il faut s'assurer que ça soit colligé d'une manière qui est cohérente. Si vous faites des sondages avec un Google Form, puis qu'après ça, vos données traînent, vous ne savez pas où, ben, vous allez avoir du mal à suivre l'évolution à travers le temps. Donc, il faut se donner une certaine structure. Il faut penser que justement des mesures qui sont faites de manière périodique vont être probablement beaucoup plus informatives parce qu'elles vous donnent un portrait de l'évolution. Puis à partir de ça, vous allez commencer à avoir une compréhension de où vous en allez et vous allez pouvoir orienter vos activités en fonction de ça. Par ailleurs, je peux pas. Ça reste assez superficiel là, comme présentation. On parle seulement des grandes lignes, mais la question de quelles sont les meilleures pratiques pour gérer des données liées à l'impact, c'est quelque chose qui intéresse beaucoup le TIES. Donc, si vous, vous avez vous-même des expériences, des témoignages, n'hésitez pas à m'écrire parce que dans les prochains mois, on va lancer un processus là-dessus pour recenser des bonnes pratiques et éventuellement euh, communiquer là, les résultats de ce travail-là. Et finalement, en parlant de communiquer, la dernière étape du processus, on aurait pu l'appeler utiliser les résultats et communiquer les résultats parce que la communication, c'est une, une utilisation possible, mais évidemment, la vision qu'on défend au TIES, c'est que l'évaluation, la mesure d'impact, elle devrait être faite d'abord dans la logique de mieux de vous améliorer. Donc d'abord de comprendre qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que ça produit, puis ensuite de s'ajuster en fonction de ce que vous trouvez. Parce que bien entendu, on le sait qu'il y a beaucoup d'organisations qui s'intéressent à la mesure d'impact dans une logique de convaincre d'autres personnes, des bailleurs de fonds potentiels, que ce qu'ils font, c'est légitime. Euh, c'est correct, ça, on est tous dans un environnement qui est concurrentiel où il faut étirer notre épingle du jeu, mais lorsque vous avez le choix, du moins, on vous encourage à faire une évaluation qui est d'abord centrée sur vos besoins de comprendre et de s'améliorer. Euh, donc, c'est ça, des exemples de comment est-ce qu'on fait pour communiquer les résultats. Il y a beaucoup, on voit souvent des tableaux de bord qui pourraient être à l'intention des gestionnaires ou des administrateurs. Votre rapport annuel, c'est aussi un endroit où c'est une bonne idée de valoriser les résultats euh, de, votre, de, de vos exercices d'évaluation. Il peut y avoir un rapport, évidemment, là, euh, quand vous avez mis en place une démarche dédiée d'évaluation. Souvent, il y a un rapport qui découle de ça, mais assurez-vous que le format de communication il corresponde aux attentes du public que vous essayez de rejoindre. Parce que trop souvent, il y en a des rapports de 100 pages qui ont été lus par 2-3 personnes, qui sont archivés à quelque part. Là, puis archiver, c'est le terme poli pour tabletter. Là. Donc ça, évidemment, on veut éviter que ça arrive. Et encore une fois, un appel à tous, si vous connaissez des bonnes pratiques par rapport à la communication des résultats de l'évaluation ou que c'est un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à nous écrire parce que c'est un autre chantier de recherche et transfert qu'on est en train de lancer au TIES. Donc, j'ai
déjà terminé, disons, le survol des pratiques essentielles. C'est un survol parce que le document complet, vous devriez l'avoir reçu sous format PDF, là, un hyperlien qui mène au PDF. Puis, c'est ça, je n'allais pas lire le document avec vous. Là. Je pense que c'est plus intéressant tout de suite s'orienter vers une période de discussion et de questions. Juste quelques éléments pour la suite des choses. Si vous trouvez que ce que je viens d'écrire, c'est pas particulièrement nouveau, ben c'est tant mieux. C'est tant mieux. Ça correspond à votre pratique. Euh, c'est ça, c'est l'objectif. C'est supposé être d'écrire. Il y a comme ça pourrait être une question de discussion là, dans les prochaines minutes. Est-ce que les pratiques essentielles décrivent une norme minimale liée à la mesure d'impact? Est-ce que c'est quelque chose que tout le monde devrait faire? Ou bien est-ce que c'est des bonnes pratiques auxquelles on devrait aspirer? Euh, Nous, quand on a élaboré ces normes-là, c'était en pensant que ce seraient des normes minimales, mais on est quand même conscient qu'il y a certains, il y en a pour qui c'est déjà beaucoup. Donc, première question. Mais si ça correspond à ce que vous faites, ben, contactez l'approche commune et dites-leur, OK, c'est ça que je fais. Euh, Puis ils vont être heureux vous allez pouvoir afficher le logo de l'approche commune pour dire justement euh, que ce que vous faites correspond à des normes minimales. Si vous pensez qu'il y a des choses que j'ai dites ou que vous avez lues qui ont pas d'allure, ben ça aussi, c'est des commentaires qui sont le bienvenu. Vous pouvez le dire maintenant, vous pouvez m'écrire, puis on va en parler. Euh, Puis finalement, ben, j'espère qu'il n'y avait pas trop de gens qui sont venus ici euh, en, en ayant en tête, oui, mais mon organisation à moi, comment je mesure son impact? C'est évidemment la question que plusieurs vont se poser, mais disons que ça prend pour ça, pour répondre à ça, ça prend un accompagnement qui est beaucoup plus personnalisé. Et c'est pas quelque chose que le TIES fait régulièrement, mis à part dans une logique de documenter des bonnes pratiques pour les communiquer dans le futur. Cela dit, il y a une section de notre site Internet, là, section 6, qui fait quoi, qui liste justement la liste de toutes les organisations en économie sociale qui sont susceptibles de vous aider dans une telle démarche. Donc, je vous y réfère pour que vous puissiez aller plus loin. Je termine avec quelques hyperliens. Là, la présentation d'aujourd'hui pourra être envoyée, elle sera envoyée à tous les participants. Et c'est ça, il y a des liens vers des ressources utiles, notamment l'espace web du TIES dont j'ai parlé, la communauté Passerelle, Passerelle qui est une plateforme en ligne, un réseau social professionnel pour les gens qui s'intéressent à l'économie sociale, au développement territorial. Il y a une communauté d'intérêt qui porte sur l'évaluation et la mesure d'impact. Vous pouvez la rejoindre gratuitement et vous en servir pour vous tenir au courant de l'actualité dans le domaine, à la fois au Québec et à l'international, et aussi pour publier ce que vous avez vu passer. L'approche commune, le Common Approach to Impact Measurement en anglais, a son site Internet que je vous encourage à aller consulter. Le document complet, l'approche commune a également un outil d'auto-évaluation qui permet de savoir est-ce que votre pratique actuelle, elle correspond ou non à ce qui est recommandé dans les pratiques essentielles. Et finalement, le CSMO ESAC est en train de travailler à créer une formation en ligne là, de 6 ou 7 modules sur la mesure d'impact. Ça va être disponible très bientôt sur le site fc3.québec.